À la une ce soir, la semaine européenne du développement durable se poursuit. Aujourd'hui, un marché éphémère s'est tenu dans le hall de l'hôtel de la collectivité à Cayenne. Une dizaine de stands étaient à disposition pour découvrir les produits locaux respectueux de l'environnement. La journée mondiale sans tabac, c'était aujourd'hui. À cette occasion, le centre hospitalier André Rosemont s'est mobilisé. Une action prévention pour rappeler que chaque année, 6 millions de morts sont dues à la cigarette. Et puis c'est l'histoire d'un jaguar tué par un véhicule il y a 2 ans. Il a été préservé par l'Office national de la chasse. Il est actuellement naturalisé avant d'être exposé au musée Alexandre Franconi. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette session d'information. Une action originale s'est tenue dans le hall de l'hôtel de la CTG ce matin, un marché éphémère dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable. Une dizaine de stands étaient mis à disposition d'un public peu nombreux. L'occasion tout de même pour ceux qui ont fait le déplacement de découvrir des produits made in Guyane et respectueux de l'environnement. Jonathan Lariot. Comme cette dame, ils sont nombreux ce matin à faire leur marché, mais celui-ci est quelque peu différent. C'est dans le hall de la collectivité territoriale de Guyane qu'il s'est installé. Plusieurs artisans et agriculteurs de toute la Guyane ont posé bagage ici pour présenter et vendre leurs produits. Couac, cassave ou encore de la confiture de Jacques, comme le propose cet agriculteur venu tout droit d'Irakobo. Si on est là, c'est pour présenter nos produits, parce que là, mon produit, c'est un nouveau produit que tout le monde ne connaisse pas. Et c'est facile à cultiver, il y a plein de choses qui est bien dans le Jacques. Plus 50%, ils ne connaissent pas. Et quand ils ont goûté, tout le monde est content, tout le monde, souvent la plupart ils ont goûté, après goûter ils achètent. Un marché qui ravit le public, c'est pour eux l'occasion de profiter de certains produits assez compliqués à trouver ou encore qu'ils ne connaissent pas. Je suis agent de CTG, je suis venu regarder la voiture, puis comme j'ai des sous, j'en profite pour acheter. J'ai découvert des sirops de curcuma, là je viens de goûter à la confiture de Jacques, c'est excellent. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il a la version sans sucre. Dans le cadre de la Semaine du développement durable, plusieurs conférences et autres événements sont organisés tous les jours à la CTG. Aujourd'hui, le temps d'une journée, ce marché a élu domicile dans le hall. Ce marché éphémère, en fait, il avait pour but de sensibiliser les agents et le public à la consommation locale, qui fait partie en fait des enjeux du développement durable. Donc on peut quand même trouver tout ce dont on a besoin en Guyane, en fait, sans avoir besoin de se déplacer. Effectivement, ce n'est pas un endroit où on a l'habitude de voir un marché. Et on a voulu, c'était une volonté un peu vraiment pour sensibiliser, pour changer. Une semaine de développement qui va bon train. Ce vendredi, un village regroupant les différents acteurs du développement durable dans le département sera mis en place pour clôturer l'événement. Et toujours dans le cadre de ces journées du développement durable, des plantes pour nettoyer les eaux usées. L'idée n'est pas nouvelle, mais elle fait son bout de chemin en Guyane. Cet après-midi, une résidence de Remire-Montjoly présentait sa station d'épuration naturelle, des massifs de plantes favorisant l'activité de bactéries qui filtrent l'eau. Visite signée Xavier Paul Lepelletier. Zingiberal heliconia, une plante très appréciée des jardiniers guyanais pour ses fleurs rosées et orangées et qui sera peut-être l'une des clés de notre avenir en raison de ses propriétés dépolluantes. À Remire-Montjoly, ce sont 60 mètres carrés de ces plantes qui ont été aménagées. C'est un bassin construit tel une piscine en fait, et rempli de gravier avec des granulométries bien sélectionnées et planté en surface de végétaux également qui ont la particularité de pouvoir créer des bonnes conditions dans ce massif de gravier. On va créer des bonnes conditions d'oxygénation pour les bactéries en fait, qui vont travailler pour nous à traiter les eaux usées. Les plantes, elles sont tout simplement sélectionnées déjà d'une part de nos observations que l'on a fait à l'état naturel, dans les savanes humides, dans des prairies, où on a été chercher effectivement des plantes qui vont bien être adaptées à des milieux immergés la plupart du temps. Et ensuite, il a fallu passer par des phases de test où on les a testées dans des phases de stress hydrique, dans des phases de surcharge hydraulique, de façon à obtenir des végétaux les plus résistants. Pour pouvoir parfaitement se renouveler, le système a été conçu de manière à ce qu'un bassin fonctionne une semaine sur 2, tandis que l'autre est au repos. L'eau traverse le système, mais ne stagne jamais dans le système. Donc il n'y a pas de possibilité aux moustiques déjà de créer de gîtes larvaires, ça c'est important. Et en assainissement, en général, ce qui crée des mauvaises odeurs, c'est tout simplement en provenance des
des stagnations d'eau. Les stagnations d'eau usées vont provoquer des fermentations et donc des mauvaises odeurs. Ce qui est vraiment étonnant avec ce système-là, c'est qu'on va au-delà des exigences réglementaires puisqu'il nous permet de même retenir des formes azotées et phosphorées de la pollution. Vous savez qu'on a des lessives, vous savez qu'on rejette avec nos urines pas mal d'ammoniac, d'azote ammoniacal. Eh bien, le système retient jusqu'à 80% de ces formes-là. Ces formes polluantes alors que la réglementation ne le requiert pas. C'est quand même, je crois qu'on ne peut pas leur en demander plus. Impliqué dans le financement de projets similaires au sein des communes, l'Office de l'eau profite de cette semaine du développement durable afin de promouvoir ce type d'initiative. Il y a des solutions autres que l'assainissement, on va dire les ouvrages dits normaux. On soutient également les collectivités dans le cadre de l'accompagnement et du financement des ouvrages de plus grande envergure. Voilà, dans le milieu de l'assainissement, mais également de l'eau potable, l'accès à l'eau potable. Avec un rendement d'environ 0,7 m² par habitant, on peut se prêter à rêver de dispositifs similaires à l'échelle de tout un quartier. Les berges du canal Lossa permettraient par exemple de traiter les eaux usées de plusieurs milliers de personnes. Dans l'actualité également, retour à la normale chez Météo France en Guyane. Comme promis, les 7 prévisionnistes du département ont mis fin à leur grève qu'ils avaient entamée le 5 avril dernier. Ils ont repris le travail. On rappelle qu'ils protestaient contre la réorganisation de leur travail qu'ils jugeaient incohérente. Ils n'ont pas obtenu de réponse satisfaisante. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. On poursuit avec une affaire qui a provoqué l'émoi de la population martiniquaise. L'histoire d'un jeune garçon scolarisé au collège du Vauclin. Cet élève en 6e a révélé avoir été victime de ses camarades qui n'ont pas hésité à le passer à tabac pour de l'argent ou des bijoux. Une affaire qui a bien sûr choqué le corps enseignant de l'établissement. Frédéric Mazy et Guy-Raphaël René. C'est derrière les grilles de ce collège qu'un élève de 5e aurait vécu l'enfer. Jeudi soir, l'enfant rentre chez lui, le coude cassé. La blessure serait due à une violence volontaire. Le jeune garçon serait depuis quelques années harcelé et racketté par certains de ses camarades. Dans le collège, l'affaire est sur toutes les lèvres. Révolte, vraiment révolte, parce que je n'ose pas imaginer que ce soit mon fils, parce que j'ai un fils de 12 ans au collège. Donc j'imagine mal qu'on puisse lui faire quelque chose comme ça, sans réagir. Et l'enfant à l'hôpital, je crois qu'il est à l'hôpital. C'est un peu abusé, moi je trouve que c'est abusé quand même. Aujourd'hui, l'ambiance au collège est pesante. Des élèves reconnaissent que la jeune victime était un bouc émissaire, même s'ils n'en disent guère plus par crainte des représailles. Oui, il n'était pas vraiment agressé, mais on lui donnait un surnom. Enfin pas moi, mais on lui donnait un surnom. C'est quoi ce surnom? On peut pas dire, ouais. Sinon on va devoir payer 500 € et j'ai pas envie de payer 500 €. Depuis 2015, la lutte contre le harcèlement scolaire a été décrétée cause nationale. Le rectorat recommande aux jeunes harcelés et à leurs parents d'en parler d'abord au chef d'établissement, mais ensuite et surtout d'alerter la police. Il faut porter plainte parce que dans ces cas-là, eh bien, on est sûr d'avoir une paix à 99,9%. Après, tout rentre dans l'ordre et la personne n'est plus harcelée. Une enquête a été ouverte. Les jeunes harceleurs devraient passer en conseil de discipline dans les prochaines semaines. Et en parlant de harcèlement scolaire, un fait quasiment similaire chez nous. Ce matin, dans un bus scolaire à l'entrée du quartier Mogès de Matoury, un jeune homme de 16 ans a aspergé d'essence un camarade avant de tenter de l'immoler par le feu. Le chauffeur de bus est intervenu rapidement, a pu ainsi éviter le pire. Le jeune homme à l'origine de cet acte est actuellement en garde à vue. Les motivations de cet acte ne sont pas encore connues. Le tabagisme tue chaque année 6 millions de personnes, 600 000 sont des non-fumeurs. La journée mondiale sans tabac de l'OMS est l'occasion de le rappeler et de s'intéresser à cette catégorie de victimes, les fumeurs passifs que l'on retrouve notamment sur les terrasses des cafés, aux côtés bien souvent des fumeurs. À Cayenne en tout cas, cette rencontre semble bien se passer malgré les risques qui restent importants. Ayodele Germa. Dans ce bar, c'est l'heure de la mise en place avant l'arrivée des premiers clients du soir. Chaque table à l'extérieur est équipée d'un cendrier. Dehors, le fumeur a carte blanche. Et pour les non-fumeurs, on a uniquement l'intérieur, donc qui est dédié, on ne peut pas fumer du tout. Depuis le 1er janvier 2008, il est interdit de fumer dans les lieux publics. Concernant les restaurants, bars et autres, l'interdiction ne porte que sur les lieux couverts. Conséquence, en terrasse, fumeurs et non-fumeurs doivent faire des concessions. Donc on essaye de trouver une autre place en terrasse
où ils ne seront pas dérangés par la fumée, donc on essaye de les déplacer. Et ainsi leur éviter le tabagisme passif. L'inhalation involontaire de la fumée dégagée par la combustion des cigarettes et des cigares cause 600 000 victimes par an, selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est vrai qu'on va risquer peut-être moins que le fumeur en lui-même, mais le risque est quand même réel. C'est légitime que la personne puisse dire oui, j'ai peur pour ma santé parce que la fumée, elle est volatile. Elle ne reste pas sur place, c'est comme le vent, donc ça bouge. Donc effectivement, ça peut déranger et ça peut aggraver. Je vais arrêter de le répéter, ça peut aggraver et ça peut même faire découvrir de nouvelles pathologies, le cancer du sinus, le cancer de la face. Pour éviter d'être exposé à la fumée des voisins tabagistes en terrasse, ce non-fumeur a une tactique. Je me débrouille pour que la fumée ne vienne pas dessus, sur moi, dans mes narines. Et comment vous faites? Eh bien, je regarde d'où vient le vent. Et puis, je regarde d'où vient le vent, et puis voilà, je me mets contre le vent. Le vent emporte la cigarette. Certains patrons de café ont trouvé une solution plus radicale, l'interdiction de leur terrasse aux fumeurs. L'Association pour les droits des non-fumeurs a élaboré en 2010 une liste des restaurants et cafés qui proposent des terrasses sans tabac. Comme chaque premier du mois, les prix à la pompe changent demain ou presque. Le tarif du samplon ne bouge pas, il reste à 1,51 € le litre. Il faudra toutefois compter 1,24 € pour un litre de gazole et 5 centimes de plus donc que le mois dernier. Enfin, la bouteille de gaz coûtera encore plus cher. Elle passe de 19,21 € à 19,91 €. Restez avec nous, dans quelques instants nous verrons l'image du jour, un jaguar qui est actuellement en cours de naturalisation au musée Alexandre Franconi. Et puis nous verrons l'aventure que se préparent à vivre près de 200 jeunes Guadeloupéens. Ils ont reçu aujourd'hui leur passe pour l'Euro 2016. Reportage à suivre dans ce journal. Mais avant cela, la colère et une tension qui ne désenfle pas chez l'opérateur Orange en Guadeloupe. Depuis 2 jours, 5 de ses sous-traitants font barrage au siège social de l'entreprise à Baie-Mahault. Ils réclament la réévaluation de leurs prestations. 250 postes sont concernés. Explication Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Les sous-traitants d'Orange Caraïbes sont en colère. Ils sont 5 prestataires et disent travailler à perte. Ils ne peuvent plus faire face à leurs charges. Ils demandent de réévaluer leurs prestations. Puis, nos entreprises existent depuis plus de 30 ans et ont toujours travaillé pour Orange. Et depuis le 1er avril, Orange a changé sa politique économique en passant par des multinationales basées sur la nationale qui, au passage, prennent une marge et qui fait que la marge restant sur les prestations ne nous permettent plus aujourd'hui de faire face ni à nos salaires ni à nos charges. Depuis le 1er janvier 2015, ils sont liés contractuellement à Constructel, une multinationale. Chaque intermédiaire y va de sa marge. Pour les entreprises guadeloupéennes, c'est la mort annoncée. On nous a volontairement écartés alors qu'on aurait pu monter un groupement caribéen et répondre à notre marché en connaissant nos complexités locales. C'est un choix des grandes multinationales que vous connaissez qui engendrent 40 milliards de chiffre d'affaires et 10 millions de bénéfices nets. Si c'est au détriment de 450 salariés sur la Caraïbe, nous on dit non. Ces 5 sous-traitants détiennent 90% des opérations de câblage, de réseau, d'installation de lignes ou de télévision en Guadeloupe, Martinique et Guyane, dans la plus grande discrétion. Si vous passez chez le tout un chacun, ça m'étonne que la moindre ligne ait été réparée depuis lundi. Donc prétendre qu'ils ne nous connaissent pas, après 31 ans, je trouve que c'est quand même abusé. Le but pour nous n'est pas d'être là, le but pour nous c'est de travailler, de rendre service, le service qu'on nous demande aux clients d'Orange. Mais si Orange a pris la décision de se taire et de ne pas communiquer avec nous, nous resterons là. Les 3 départements sont en grève illimitée. Retour chez nous avec tout autre chose à présent. C'est une sorte de nouvelle vie qui démarre pour un jaguar. Tué sur la route il y a 2 ans, ce mâle adulte a été conservé à l'Office national de la chasse. Il a fait son entrée au musée Alexandre Franconi il y a quelques jours pour être naturalisé, c'est-à-dire empaillé avant d'être exposé. Une opération de longue haleine que nous raconte Mia Pierre. C'est dans une petite salle du musée Alexandre Franconi de Cayenne que Geneviève et Jean-François, tous 2 taxidermistes, procèdent à la naturalisation d'un jaguar percuté sur la route il y a 2 ans. Ils commencent par préparer la peau et les os. La peau est donc préparée comme un cuir et on ne garde que le cuir évidemment.
Et ce cuir est donc tanné par un procédé chimique avec une succession de bains de produits différents, des produits de conservation utilisés dans l'industrie du cuir. En septembre prochain, le plus gros du travail sera à faire. Un travail d'anatomie, de sculpture et de montage. Depuis plus de 20 ans, aucun animal naturalisé pour le musée n'avait été acquis. C'est une espèce protégée. Le musée a pour fonction de conserver le patrimoine et notamment le patrimoine naturel. Et le jaguar en question avait été récupéré par l'ONCFS. C'est un animal qui avait été percuté par une voiture et il l'avait conservé en vue de le donner au musée pour permettre sa naturalisation. Tout type d'animaux qui se trouvent dans la faune guyanaise, c'est vraiment une conservation du patrimoine naturel. Quel que soit l'animal qu'on retrouvera mort, il faudra le récupérer, le conserver, l'emmener au musée, donc dans un délai de moins de 6 heures. Même mort, le jaguar reste un trésor. Un animal protégé et emblématique qui viendra enrichir les collections du musée Alexandre Franconi avant la fin de l'année. Parlons sport maintenant. 175 jeunes se sont vus remettre aujourd'hui leur passe direction l'Euro 2016 par le préfet de région en Guadeloupe. Ces chanceux sont attendus pour 2 rencontres sportives, Allemagne-Ukraine à Lille et la Roumanie contre la Suisse à Paris. Une occasion unique d'approcher des professionnels du ballon rond pour ces futurs footballeurs. Linda Kayarsi. Christophe, jeune animateur sportif, aura la chance d'assister à un match de l'Euro 2016. C'est un vrai plaisir, franchement c'est un vrai plaisir. Je ne savais pas que j'allais avoir cette opportunité en m'engageant. J'ai eu cette opportunité et maintenant c'est un vrai plaisir pour moi de partir avec les jeunes et de voir aussi un match que j'aurais aimé voir et passer bien, je peux y arriver. Ce sont ainsi 175 jeunes et leur accompagnateur de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui iront assister à un match de l'Euro. Des accompagnateurs issus de structures sportives labellisées. Ils ont tous répondu à l'appel à projet lancé en octobre 2015 par le ministère de la Ville et la Fédération française de football dans le cadre de l'opération Tous Prêts pour favoriser l'organisation d'animations autour de l'Euro 2016. Avec la camionnette du sport, cela nous permet de toucher tous ceux qui veulent faire du sport, réglementer la pratique football, basket, tennis, enfin divers sports, et ainsi gérer ce que nous leur apportons, ceux qui veulent pratiquer, et surtout avoir beaucoup de jeunes. Voilà. Au final, seuls 23 projets ont été retenus, des projets dans une démarche éducative, citoyenne et durable, à destination des jeunes, des personnes résidant au sein des quartiers, et les personnes en situation de handicap. Je dirais, le dispositif s'appelle Tous Prêts pour l'Euro 2016 et c'est le P de plaisir, le R de respect, le E de engagement, le T de tolérance et le S de solidarité. C'est vraiment en tout cas une action forte dans le cadre du travail que nous menons avec la région, le département, les collectivités et les associations au sein de notre plan pour la jeunesse en Guadeloupe. Les billets d'entrée au match sont offerts par le ministère de la Ville et le ministère des Outre-mer lui prend en charge le transport. L'opération locale est coordonnée par la Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la Guadeloupe. Et du sport et du football, toujours pour finir ce journal avec notre invité, Marcel Baffaut, président de la Ligue de football. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les Yanadoko sont au complet, ça y est, pour le match attendu demain soir face aux Bermudes, dans la 2e étape de la Coupe des Nations de la Caraïbe. Les joueurs, venus d'ailleurs, sont arrivés hier soir. Quel a été leur programme ? Oui, effectivement, on a eu un retard de vol, ce qui fait que les derniers sont arrivés hier. Mais hier, lorsqu'ils sont arrivés, direction l'hôtel, et puis ensuite entraînement. Voilà. Ils ont eu le temps nécessaire pour s'entraîner, justement? Ils ont eu le temps de s'entraîner. Aujourd'hui est prévu un galop d'entraînement également pour l'ensemble de l'équipe sur des terrains d'honneur. J'étais en contact avec eux ce matin, avec le président de la CTG. Non, le groupe vit bien, le groupe est bien. Pas de petits bobos à l'horizon.
Le moral est au beau fixe, donc demain nous livrerons bataille face aux Bermudes. Dites-nous pour quelles raisons certains joueurs qui étaient pourtant présents en mars dernier ne font pas partie de la sélection des Yanadoko cette fois? Alors, il y a plusieurs raisons, hein, s'agissant peut-être de certains joueurs locaux, les coachs ont cette liberté de pouvoir prendre, enlever, etc. en fonction de la forme du moment. Et puis, s'agissant également des joueurs de l'Hexagone, sachant également que pour les joueurs de l'Hexagone, il y a une difficulté particulière, c'est qu'à chaque fois, il nous faut négocier avec le club pour qu'ils puissent libérer le joueur. C'est ainsi qu'on a 2 de nos joueurs qui sont plutôt partants finalement. Même si eux-mêmes sont plutôt partants. Exemple pour ce tour, nous avons 2 joueurs qui n'ont pas eu l'accord de leur club parce que au niveau de leurs championnats nationaux, ils ont encore des enjeux. Donc les clubs ont préféré ne pas les libérer. Donc à chaque fois, comme nous ne sommes pas pays, nous ne sommes pas reconnus FIFA, nous sommes obligés d'aller négocier à chaque fois au coup par coup pour qu'on libère nos joueurs qui évoluent à l'extérieur. On y reviendra un peu plus tard sur cette notion de FIFA. En tout cas, les 11 sont là. On verra s'ils sont prêts pour le grand match, vous allez nous le dire. Mais quand même, jeudi soir, la formation, en tout cas la formation locale de cette équipe, a pu jouer et sa prestation aurait laissé à désirer. Mais c'est une mise en place, c'est une préparation. Donc, ce n'est pas encore le rendez-vous le jour J. C'est au jour J qu'on jugera si la sélection senior est prête. Moi, je pense qu'elle est prête. Bon, au départ, on avait prévu un match amical contre Paysandú, voilà, une équipe brésilienne. Bon, malheureusement, on n'a pas pu avoir les derniers arbitrages financiers. Ça nous coûtait beaucoup trop cher pour faire venir cette équipe brésilienne, ce qui fait qu'on a dû renoncer au dernier moment. Ce qui fait qu'il manque un entraînement à proprement parler pour les Yanadoko, finalement. Oh, je ne vais pas dire ça. Effectivement, il aurait fallu avoir un match amical bien avant, mais on fait avec. Hein. Ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve dans une telle situation. Ça ne nous a pas empêché de passer les tours précédents. Donc pour moi, ce n'est pas un handicap. La difficulté que nous avions, c'était véritablement avoir une équipe compétitive par rapport à nos joueurs locaux, par rapport aux joueurs qui évoluent au niveau de l'Hexagone. Aujourd'hui, nous arrivons à avoir une équipe avec un socle bien arrêté. La plupart des joueurs qui sont là sont en compagnie avec nous depuis l'année 2014. Donc ce sont des joueurs habitués au groupe, habitués au système de jeu que mettent en place les coachs. Donc demain, normalement, tout est nominal pour qu'on puisse, je le répète, avoir un beau spectacle et avoir la victoire chez nous. Tout devrait bien se passer alors, en tout cas sur cette équipe des Bermudes qu'on s'apprête à affronter. Alors quelles sont les qualités de ces adversaires sur lesquels il va falloir peut-être faire attention ? Je ne suis pas technicien, je ne connais pas trop, mais je sais qu'ils nous ont surpris au premier tour, dans la mesure où peut-être qu'on a un petit peu sous-estimé les Bermudes. Donc on ne connaissait pas trop leur football. Bon, d'après moi, ce que j'ai vu, ils sont rapides, ils sont physiques. Il faudra les surveiller comme le lait sur le feu, parce que lors du premier tour, ils nous ont prouvé qu'ils avaient les ressources pour nous battre. On a donc du pain sur la planche, mais on va y arriver comme vous le disiez. Un autre mot maintenant sur autre chose, parce que c'est tout aussi important. La sélection féminine s'apprête également à affronter une équipe importante, celle d'Haïti. Ce sera le 12 juin prochain. Est-ce que l'événement va faire autant de bruit qu'un match des Yanadoko ? Le match des Yanadoko, c'est une compétition qui est organisée par la CFU, officielle. Le match contre les Tigers d'Haïti, c'est un match amical. Nous avons pris le pari, il y a de ça quelques années, de mettre en place, de relancer le football féminin. Quand on sait que le football féminin était vivace il y a une vingtaine d'années, et qu'ensuite on a eu un creux de plus de 10 ans, 15 ans. Pourquoi ? Parce qu'on avait privilégié essentiellement les seniors. Cette fois-ci, nous mettons une politique différente, avec une sélection senior comme locomotive pour garder la motivation de nos joueurs qui évoluent, donc nos joueuses qui évoluent donc, dans les championnats honneurs. Et puis, nous avons nommé un CATRF, c'est-à-dire un chargé de développement du football pour les féminines, qui est chargé de mettre en place une offre qui va permettre de développer notre masse à ce niveau-là. Et inciter les filles à jouer au ballon rond. Tout à fait, tout à fait. Alors, un mot quand même, Marcel Bafo, sur votre voyage. Vous rentrez d'un voyage il y a peu de temps. Vous étiez à Mexico où vous avez participé, assisté à l'élection du président de la CONCACAF, la Confédération de football d'Amérique et de la Caraïbe. C'était une première pour la Guyane d'être présent à ce moment-là. L'Assemblée a d'ailleurs acté une aide annuelle au fonctionnement de plus d'1 million de dollars pour les associations membres. Quelles peuvent être éventuellement les retombées pour la Guyane qui n'est pas membre de la FIFA ?
Alors, pardon, mais ce n'était pas une première. Nous sommes habitués à participer à l'élection du président de la CONCACAF depuis en tout cas 2013, puisque avant nous n'avions pas ce droit, parce que nous étions membres associés. Donc depuis 2013, nous sommes devenus membres de plein droit, ce qui fait que depuis 2013, nous avons le droit de vote pour élire le président de la CONCACAF. C'était une élection inédite, effectivement, parce que il y avait deux blocs géographiques qui s'opposaient, une logique Amérique centrale, Amérique du Nord, avec les pays donc, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Nord, et puis le bloc caribéen, donc avec l'ensemble des clubs qui sont au niveau des nations qui sont au niveau de la CFU. Je rappelle qu'au niveau géographique, nous nous situons du côté de la CFU, donc du côté de la Caraïbe, et pour une fois, la logique géographique ne l'a pas obligatoirement remporté, parce que lorsqu'on regarde un petit peu le nombre de voix qu'a remporté le président actuel, Victor Montegliani, pour pouvoir accéder à la présidence, il a dû composer avec des gens de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Nord, mais il a dû composer aussi avec des voix caribéennes. En tout cas, nous, le bloc français, parce que, comme je vous dis, ça s'affronte par cercle d'influence, bloc français, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin. Nous étions positionnés pour le candidat de l'Amérique du Nord centrale pour un changement au niveau de la gouvernance. Justement, très rapidement, pour les retombées, en tout cas pour la Guyane, qu'est-ce qui peut se passer grâce à ça? Déjà, l'Assemblée a acté, ce qui est historique, une aide au fonctionnement. Quand on sait que les pays membres de la CONCACAF, il y a une disparité entre les pays riches et les pays pauvres, je m'exprime ainsi, cette aide au fonctionnement qui va dépasser, je pense, les $100 000, va permettre à chaque association membre d'avoir un peu, comme on dit, du beurre dans les épinards pour pouvoir mener à bien ces projets. C'est plus d'1 million, effectivement. Merci beaucoup, Marcel Bafo, d'avoir été avec nous. Ainsi s'achève votre édition. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de l'actualité. La semaine européenne du développement durable se poursuit aujourd'hui. Un marché éphémère s'est tenu dans le hall de l'hôtel de la collectivité à Cayenne. Une dizaine de stands étaient à disposition pour découvrir des produits locaux respectueux de l'environnement. La journée mondiale sans tabac, c'était aujourd'hui. À cette occasion, le centre hospitalier André Rosemont s'est mobilisé. Une action prévention pour rappeler que chaque année, 600 millions de morts sont dus à la cigarette. Et puis c'est l'histoire d'un jaguar tué par un véhicule il y a 2 ans. Il a été préservé dans l'Office national de la chasse. Il est actuellement naturalisé avant d'être exposé au musée Alexandre Franconi. Une opération de longue haleine. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Puis les programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.